Benoît Saint-Denis, que dire? Que faire? On va voir tout ça avec Rust après sa défaite contre Renato Moicano, combat globalement à un sens unique, surtout si on prend ce premier round absolument terrible. Je regardais les stats là qui sont... J'ai 35 à 4 coups dans ce premier round avec un ground and pound des enfers asséné par Renato Moicano à Benoît Saint-Denis. Donc là on va se poser la question de la suite d'un BSD qui évidemment fidèle à lui-même n'est pas abattu, mais là il va falloir à nouveau se poser des vraies questions après la défaite contre Dustin Poirier au mois de mars dernier. C'est parti, générique. Soit. La Fight Week UFC Paris vous est présentée par Rhinoshield, les boss du game des protections pour smartphone et AirPods en termes de confort, d'ergonomie et surtout de résistance. Obtenez 10% sur tout le site Rhinoshield pendant la Fight Week avec le code LASUEUR. Benoît Saint-Denis, monsieur. Forcément, c'est clair que voilà, on a envie de se dire il faut regarder un peu tous les paramètres et puis tout ce qu'on peut essayer d'analyser. Bien évidemment, il y a le côté on n'a pas eu l'impression qu'il était aussi agressif que d'habitude. Alors après, voilà, c'est comme un peu ce qu'on disait, maintenant on va être un peu plus à tête reposée. Mais c'est vrai que j'ai re-regardé les premières secondes du combat. Tu as regardé le combat 47 fois, faut quand même le dire. 47 fois comme Luke Thomas. Et en fait, ça va assez vite, mais et il se fait prendre un middle kick et ensuite il se fait mettre au sol et ensuite il ne se relève plus. Mais même les premières secondes, effectivement, il est mis sur le reculoir par Renato Moicano et c'est vrai que ça c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et à part ça, en fait, il n'y a pas eu beaucoup de changements. Il a mis des gros kicks, il a mis des middle, il a mis un low kick, il a mis des directs. Donc, c'est pas comme s'il avait été pétrifié où il n'envoyait rien, juste il reculait, machin. Voilà, c'est juste qu'on l'a pas vu avec la même volonté de contrôler le centre de la cage et volonté de contrôler où va le combat. Et c'est plutôt Renato Moicano qui avançait sur Benoît. Et sans, entre guillemets, sans peur de prendre les coups et sans appréhension, quoi. Et ça, déjà, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Peut-être que Benoît nous dira que, ouais. Émile, que Moicano avait annoncé en conférence de presse. Il avait vraiment expliqué, un mec comme Benoît Saint-Denis, il faut surtout pas lui laisser la moindre occasion d'avancer. Je ne ferai pas cette erreur d'être diesel, même par rapport à mes derniers combats. Et c'est là où moi j'ai énormément de respect pour Moicano, c'est qu'il a quand même pris un risque parce que t'allais dans un truc où potentiellement tu risquais d'avoir une collision de l'espace et c'est pas toi qui allais t'imposer. Et il a réussi. Et il a réussi et c'est vraiment intelligent comme game plan, effectivement, parce que donc, c'est vrai que comme on le répétait à chaque fois, mais c'est vraiment l'arme principale de Benoît, le fait de dépasser ses adversaires et de les étouffer, parce que même s'il a commencé que depuis peu de temps par rapport à tous les gens qu'il rencontre à l'UFC, même s'il a commencé depuis très peu de temps, il compense ce différentiel potentiellement technique, que ce soit debout au sol, même si au terme de compréhension du MMA, je pense que vraiment Benoît, c'est vraiment, vraiment extraordinaire, le fait de savoir tout lier, etc. Parce qu'il ne faut pas tout jeter non plus. Enfin, c'est pas. Mais on va en reparler de toute façon. Restons pour l'instant sur le côté agressif. Et c'est vrai que là, de la part de Moicano, de réussir à éteindre un petit peu les ardeurs de BSD, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude. Et pour le coup, on va y venir aussi sur qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse par rapport à voilà, il vient là de prendre ses marques avec sa nouvelle équipe, ce qui est son équipe de toujours, mais disons où il n'y avait pas Daniel Voirin. Et mais c'est important de le dire, ça aussi, c'est qu'on était dans un... Je suis vraiment désolé de te couper là-dessus, mais c'est pour moi c'est un point important, c'est que pour beaucoup de gens, c'est vraiment des gens nouveaux. Non, c'est là, il n'y a plus Daniel Voirin, mais sinon on est dans la continuité aussi, et c'est vrai qu'on en parle assez souvent. C'est important, quand t'es un combattant qui a autant d'ambition, d'être aussi dans une atmosphère où il y a cette continuité-là, parce que tu peux pas tout changer de chaque combat à combat. Là, c'est juste qu'il n'y a plus Daniel Voirin, mais qui avait quand même son importance, puisque Daniel était le head coach de Benoît Saint-Denis. Ouais, et en fait, voilà, pour rentrer dans le vif du sujet directement, en fait, on en parlait hier quand on débriefait, même après avoir fait notre podcast, et en fait, on se disait, ça nous rappelle tellement un petit peu Mike Passonnier et Badr Hari. En fait, Badr Hari, qui était probablement tout le monde le connaît, mais kickboxer hollando-marocain, qui était ultra violent, qui était record de KO, qui était un poids lourd monstrueux, etc., et qui était avec toute sa carrière, il a été avec un gars qui s'appelle Mike Passonnier, qui était son entraîneur et qui, en gros, le surchargeait à chaque fois avant les combats d'émotions agressives, etc. Et
il a tenté, il a changé d'entraîneur de temps en temps Bellary, mais il est toujours revenu avec ce gars Mike Passionier parce qu'on avait l'impression effectivement, et c'est ce que disait Bellary, que c'est le gars qui comment est-ce qu'on pourrait dire, tu sais, qu'il transformait en berserker. Et là, c'est pas pour dire, bien évidemment, leurs différences sont personnelles, donc entre Benoît et Daniel Voirin, donc je pense qu'il y aura pas, ils se rabibocheront pas, mais il y a peut-être effectivement deux choses avec Daniel Voirin, c'était le fait que premièrement, il apportait ce côté un peu comme Mike Passionier, ce côté spartiate et ce côté galvanisant avant le combat. On ne sait pas, hein. Là, c'est vraiment des hypothèses, mais il y avait peut-être ce côté-là. Et puis, c'est vrai, ça c'est factuel, le fait que Daniel Voirin a entraîné au plus haut niveau et que forcément il apportait ça à Benoît aussi, qui était le côté il sait exactement ce à quoi il a affaire quand il arrive dans des combats avec des gros enjeux. Et c'est vrai que c'est là où c'est délicat. Mais c'est que le reste de l'équipe de Benoît, qui sont là avec lui depuis le début, c'est vrai, n'ont pas forcément en tant que coach principal, ou en tout cas que coach qui peut donner les directives en tant que les directives globales, en tant que head coach, ils n'ont pas l'expérience de Daniel Voirin, c'est vrai, factuellement, c'est vrai. Donc, c'était pas le même rôle aussi avant, c'est ça qui est exactement. En fait, là aussi où moi, quand je regarde le combat, c'est, tu vois, il y a beaucoup de gens, forcément, quand on réagit à chaud, les gens peuvent se dire, waouh, l'erreur et tout ça. Moi, s'il y a peut-être une erreur de curseur du côté de Benoît Saint-Denis, où c'est vrai qu'on a l'impression que, il y a le dernier combat contre Dustin Poirier, où peut-être que tout ce qui se passe avec Daniel se passe mal. En fait, t'as tous les mauvais côtés qui vont ressortir, et là, c'est complètement l'inverse. Donc, comme tu dis, un peu plus attentiste, mais au lieu d'avoir le curseur qui soit placé d'une manière où on va être un petit peu plus juste, là le BSD du premier round, hein, qui devenait un petit peu un espèce d'animal mythologique, là malheureusement on ne l'a pas vu parce que peut-être qu'ils étaient vraiment trop dans ok, ce fameux tu ne vas pas à la bagarre, là ils l'ont tellement poussé que ça donnait à un Benoît Saint-Denis qui malheureusement au premier round, il s'est passé ce qui s'est passé. Donc c'est peut-être ça aussi, c'est faire les ajustements sans quelqu'un comme Daniel Voirin qui avait ce statut de head coach, et peut-être que là aussi ils sont dans une approche peut-être plus collégiale. On ne sait pas, hein, là évidemment ce sont des hypothèses qu'on émet avec Rust, où du coup va falloir pouvoir faire ces ajustements là pour trouver le juste milieu. Mais le problème c'est comme t'es en MMA, que tu ne combats pas toutes les semaines, que t'es BSD, que t'es main event, dès qu'il y a des erreurs comme ça directement tout le monde le voit. Ça fait un peu comme Tony Ferguson où tout allait bien. Il y a le combat contre Justin Gaethje avec Eddie Bravo qui dit ce serait peut-être temps de lancer une dernière rôle. Et forcément Eddie Bravo qui passe du jour au lendemain de expert en combat au sol, vraiment c'est le gars qu'il fallait à Tony Ferguson, il n'est plus jamais dans le corner de Tony Ferguson, ils ne travaillent plus ensemble parce que il y a au plus haut niveau un main event et un avant-après pour Tony Ferguson. Donc c'est là que c'est très très délicat en MMA. Et en fait, ce qui est un peu un crève-cœur, c'est que c'est pas pour dire que l'équipe de Benoît, avec le temps, ne pourrait pas se hisser et arriver à ce niveau où ils sont tous complémentaires. Et puis même s'il n'y a pas le head coach qui est capable de cimenter tout ça et de donner la direction globale, etc. C'est ça qui est ultra cruel en fait, c'est que là, en un combat, ils vont être jugés parce que c'est sur le devant de la scène, alors qu'effectivement, ça fait quoi? Ça fait 5-6 mois du coup, 5 mois qu'il s'est séparé de Daniel Voirin, un truc comme ça. Et donc, ils récupèrent entre guillemets le truc où c'est eux qui sont mis sous le feu des projecteurs et ils ont 5 mois pour essayer de transformer au mieux, ou en tout cas d'optimiser Benoît, et ils n'ont pas en tout cas l'expérience pour l'instant au plus haut niveau, et ils récupèrent le truc où en gros c'est direct, vous êtes au plus haut niveau mondial possible et il faut absolument être à ce niveau-là, et c'est vrai que c'est cruel quoi. Et ce qui est compliqué aussi, c'est que forcément, et on en parle aussi souvent, c'est les gens ne retiennent que le dernier combat de Benoît Saint-Denis. Mais c'est pas comme si le dernier s'était bien terminé aussi. Tu vois là, forcément, le bilan des années précédentes, on va avoir tendance à se dire c'est vrai que c'était bien. Mais contre Dustin, il prend quand même un très très gros KO Benoît, et c'est ce qui fait aussi il y a l'avant-combat qui fait se poser des questions, il y a le résultat du combat qui fait se poser des questions aussi, de dire comment on avance ensuite. Et là, le problème, c'est donc t'as ça. Donc tu fais forcément des ajustements parce que tu prends un premier KO en carrière, face certes à une légende, mais tu prends un premier KO en carrière. Là, malheureusement, même dans le combat au global, tu t'es fait nettement dominer par ton adversaire. Donc je pense que c'est assez dur, tu vois, de se dire comment est-ce qu'on va placer la chose pour la suite, parce que
il est dans une catégorie de tueur à gages, et quand tu perds, tu peux perdre vraiment salement. Et donc, tu peux pas non plus passer ton temps à faire des resets. Donc ça va être des questions qui vont devoir se poser, qui vont être assez compliquées. Mais pour moi, à mon avis, c'est surtout un ajustement de curseur qui doit être fait. Ouais, bah certainement. Sachant que, pardon, et je suis insupportable parce que je m'en souviens parce que j'en parlais aussi hier, mais pas dans le podcast. En soi, je veux dire, tu vois, BSD, ce qui s'est passé, le problème, c'est qu'il y a eu vraiment ce grand pound de l'espace, mais Nassourdine, le premier round, c'est un peu similaire, tu vois. Il se fait amener au sol, il ne se relève pas. Il n'y a pas les frappes, très bonne défense de Nassourdine, mais je veux dire, il perd le premier round 19, et ensuite il revient. BSD, ce qu'il y a eu, ces coups-là, mais je veux dire, en termes de... S'il n'y avait pas eu autant de dommages, peut-être que ça aurait été différent. Mais après, on va pas refaire, refaire un combat, mais c'est, c'est pas aussi terrible. C'est pas, à mon sens, tu vois, aussi terrible que, enfin, je veux dire, des coups de l'espace qui passent, ça passe quand même assez, ça peut quand même passer assez souvent, tu vois. Donc je sais pas si, enfin toi est-ce que tu te dis ce premier round là c'est un truc qui fait aussi qu'il faut tout remettre en question, en tout cas remettre en question beaucoup de choses. Bah Parce que tu vois dans le sens comme Nassour avec Brendan Allen, tu vois le fait de dire Brendan Allen arrive à mettre Nassour au sol et à le maintenir, c'était pas surprenant. Renato Moicano, c'est vrai qu'on se disait qu'il allait avoir du danger au sol aussi. Bah après, pour moi, même s'il y a des similitudes, parce qu'ils ont tous les deux été mis au sol et ne se sont pas relevés sur le premier round, la différence de se prendre des coudes et des droites traumatisantes au point où ton visage est déformé, c'est pas une petite différence, c'est vrai quand même. Et c'est vrai que c'est le fait que du coup Benoît ne soit pas arrivé à canaliser les attaques de Moïcano et ne soit pas arrivé à au moins le neutraliser, le fait de l'empêcher de striker, Ouais. c'est quand même une différence qui change tout le combat et qui fait que Nassourdine peut revenir au second round frais et tartiner et Allen, et tandis que à l'inverse, l'impact des frappes fait que Benoît se relève, qu'il est un peu groggy et que dans le corner, voilà, on ne sait pas à quel point il est complètement là, on ne sait pas à quel point il est lucide à ce moment-là, et normal, enfin voilà, quand tu viens de prendre un tracteur comme ça. Bah tu cherches surtout à récupérer plutôt qu'à te dire bon on va faire les ajustements techniques quoi. C'est ça. Et tu vois, et pour être même, en fait, pour être même encore plus précis, et je vais être tout à fait honnête avec vous, en fait, le truc, c'est que, comme on a été faire les documentaires avec Benoît et on a été faire le Embedded, en fait, ce qui me fait vraiment chier, et qui fait que je suis peut-être un peu biaisé, mais c'est qu'en fait, les gens qui sont dans le corner de Benoît actuellement, c'est des gars, vous pouvez pas faire plus humble. Vous pouvez pas faire plus humble, vous pouvez pas faire plus des mecs qui ont juste envie d'apprendre, et c'est pour ça que ça me fait vraiment chier, c'est qu'en fait, je me dis, bon, est-ce que avec le temps, ça pourrait forcément, oui, ça s'améliorerait forcément, mais chacun trouverait plus sa place, etc. Parce que voilà, pour donner des insides sans vraiment, c'est pas des spoilers, tu vois, mais même lorsqu'on y est allé, en fait, la manière dont ils interagissaient, ils se connaissent très très bien, ils se connaissent par cœur, mais on sentait même dans les entraînements qu'il n'y avait pas encore complètement les automatismes. On le sentait et on le sentait dans la manière dont c'était, etc. Et ça vient avec le temps aussi. Ça vient avec le fait de se pratiquer complètement H24. Or là, ça fait que 5 mois qu'ils sont en mode ah ok, les nouvelles conditions, le nouvel environnement, ça va être à nous de nous ensemble, sans qu'il y ait la personne qui était donc Daniel Boin, le head coach qui donne les directions. Là, c'est à nous de tous réussir à communiquer, à voir comment est-ce qu'on gère, quelle est notre place et machin. Et c'est pour ça que ça me fait chier, c'est qu'en fait, ils se font arracher, les coachs de BSD, ils se font pourrir sur les réseaux. Alors, au-delà du fait qu'il y a le côté voilà, émotionnel, parce qu'on sait que c'est vraiment des gens bien, que c'est des gens humbles, etc., il y a le côté, les conseils donnés dans l'entre-round, oui, je suis biaisé parce que ce que je viens de dire, mais c'est pas complètement déconnant que de dire que d'essayer de provoquer un électrochoc chez Benoît. Ça, on l'a vu. Surtout dans la situation dans laquelle il est, où c'est vrai que quand t'as subi ce que t'as subi là, faut que le mec reparte tout simplement. C'est ça. Donc c'est pas du tout déconnant, et ça on l'a vu, mais
les plus grands de tous les temps. Dans le corner, quand ça va mal, il y a d'abord toute une partie réveille-toi, une partie choc émotionnel, une partie un peu déclic. Il faut qu'il y ait un déclic. Et donc là, le fait d'avoir entendu ces coachs le dire, réveille-toi, t'es à la maison, montre, enfin, je crois que c'était, voilà, attends, je l'ai noté, montre qui tu es, etc. T'es chez toi, réveille-toi, voilà, c'est le moment, c'est ton moment. Ça, c'est vrai qu'en fait, maintenant, vu l'issue du combat, c'est facile de dire, putain, les gars, c'était quoi ces conseils, etc. Mais en fait, ça, pour moi, c'est pas déconnant. À la limite, la seule chose où on pourrait se dire que ça peut être, où il a pu manquer, c'est que dans ces cas-là, cette partie-là n'est pas déconnante, mais il n'y a pas eu, c'est vrai, en tout cas, je les ai pas entendus, ensuite de conseils un peu plus techniques pour, sur le moment, pouvoir... Mais là, c'est facile, bien sûr. Là, je peux faire le malin et dire, bah oui, dans ces cas-là, peut-être un peu moins de kick, parce que c'est là où t'as chopé. On sait tous que t'aurais voulu être head coach. La vérité, il a postulé pour être head coach. Il s'est pris un stop et il a le seum. Voilà. Non, voilà. Mais oui, c'est ça. S'il y avait eu des moments, que ce soit aussi bien au sol dans le premier round, ou là, qu'on avait entendu, hein, parce que pour là, c'est peut-être qu'il y en a eu, mais dans ce que nous on a vu, ce qu'on a entendu, on ne les a pas vus. S'il y avait eu ça, je pense que c'est vrai qu'il y aurait eu une balance différente de la part des gens. C'est ça, et c'est là, je pense, le fait qu'il y a eu ce premier round terrible où on a vu Benoît sans solution et où on n'a pas vu, après ce passage, ces 30 premières secondes de volonté de déclic émotionnel de la part du corner, j'ai pas entendu, et c'est voilà, peut-être que, mais de conseils un peu plus techniques pour peut-être que Benoît arrive dans le second round avec c'est pas des certitudes, mais quelques nouvelles cartouches en mode, ok, il y a ça que je peux changer pour peut-être éviter d'être mis au sol, pour peut-être... Et c'est ça qui est délicat, et c'est ça... Voilà, maintenant c'est... est-ce que Benoît et est-ce que la team vont être en mode, bon, il y a ça qu'il faut changer, on va avoir besoin d'un peu plus de temps, et donc par rapport à ce qu'on disait dans le podcast juste après le combat qu'on a fait, voilà, est-ce que Benoît prend une plus grosse pause ou toute la team se pose en même temps et se dit bon les gars, voilà, et enfin c'est pas la team de Benoît, tu vois, là il y a littéralement 2 semaines à UFC Noche, Sean O'Malley, champion bantamweight de l'UFC, et son head coach Tim Welch, son ami de toujours, et encore plus, eux se connaissent depuis toujours. Il y a eu le même truc. C'est-à-dire que après cette UFC Noche, entre le 4e et le 5e round, on entend Tim Welch, le coach de Sean O'Malley, dire à son élève « C'est bon, t'inquiète, c'est presque terminé ». Et après lui avoir dit entre les rounds précédents, tu te débrouilles très bien, c'est bon, tu te débrouilles très bien. Alors qu'il était en train de perdre littéralement quasiment, pas tous les rounds, mais que voilà, il était en train de prendre un rouleau. Donc, c'est pas forcément, c'est pas déconnant qu'il y ait des petites erreurs, même au plus haut niveau. C'est pas déconnant qu'il y ait et Tim Welch, tu vois, par exemple, pour poursuivre sur lui, il a pris la sauce de la même manière, mais il s'est fait démonter par même les autres coachs. Lui, de son côté, il y a Matt Serra qui avait dit à propos de Tim Welch, le mec est une fraude, grosso modo. Et là, il était en mode, c'est très facile quand tu gagnes tous tes combats d'être un bon head coach. Et puis là, une fois que tu perds, c'est là qu'on voit qui est qui. Enfin, Matt Serra l'avait déboîté. Et pourtant, et Tim Welch, du coup, l'avait avoué lui-même, il était en mode, bah, c'est vrai, j'ai peut-être merdé à cet endroit. Tout ça pour vous dire, c'est pas que là la team de Benoît, ça s'est vu au plus haut niveau. Oui, il y a des ajustements à faire et oui, il y a des trucs à modifier. Est-ce que Benoît va avoir besoin peut-être d'un head coach et après à voir, tu vois, est-ce que dans ces cas-là, si jamais on allait de ce côté-là, et si jamais c'est ce qu'ils recherchaient, parce qu'ils se sentent tous peut-être que c'est ce qui manque ou j'en sais rien, bah dans ces cas-là, peut-être aller voir, je sais pas, Aldric, peut-être, enfin d'autres head coach ou même à l'étranger. Là, le problème, c'est que là, on balance ça comme ça ouvre tout un autre podcast puisqu'il est venu à Bayonne justement pour retrouver son équipe, pour retrouver un peu cet équilibre. Donc là, je balance ça comme un connard, mais c'est littéralement l'inverse complet de ce pourquoi il a arrêté avec Daniel Vorin, parce qu'il voulait retrouver il voulait que son environnement soit plus sain, il voulait être mieux et se sentir mieux avec ses proches. Donc, mais voilà, forcément, on est obligé, en tout cas, de balancer l'hypothèse et de balancer ce truc-là parce que voilà, il faut que ce soit mentionné, quoi. Non, oui, non, mais je te rejoins complètement, mais ce qui est difficile, c'est que c'est 2 défaites qui sont complètement différentes pour Benoît Saint-Denis, que ce soit celle contre Dustin ou celle-là, on compare par exemple avec Cyril Gane, que ce soit contre Francis ou contre John Jones, ces défaites à chaque fois, elles mettent en exergue ce qui n'était pas une surprise, qui est le sol de Cyril Gane, où vous savez que
Bah oui, par rapport à tous les autres combattants, il a un retard là-dessus et c'est là qu'il a été dépassé. Donc forcément, vous savez là où il faut bosser pour Cyril Gane. Et je peux pas dire que c'est rassurant, mais ça confirme que c'est ce point-là où il faut qu'il y ait un petit peu d'automatisme pour Cyril, que à chaque fois on en parle, hein, cette demi-seconde qu'il a de retard par rapport au mec qui a fait ça toute sa vie, bah il faut essayer de gommer ça. On voit qu'avec Fernand, bah, on en parlait même hier, c'est vraiment un côté PlayStation entre Cyril et lui. Donc il y a tous ces trucs-là qui font que pour l'avenir, à chaque fois, Cyril, la question ce sera qu'est-ce qui se passe contre un lutteur. Pour BSD, ce qui est plus problématique, c'est que contre Moïcano et contre Dustin Poirier, c'est complètement différent la manière dont il perd. Et c'est des manières différentes où à chaque fois, on peut se dire ah bah c'est cet environnement-là qui fait qu'il a perdu de cette manière-là. Donc, et il faudrait surtout pas, moi ce que je ne voudrais pas, comme il y a pas mal de gars qui peuvent réagir aussi de cette manière, c'est parce que des faits traumatisantes, tu prends des décisions qui sont ultra hardcore et généralement, et là quand je dis ça, n'hésitez pas à me call out si vous avez des exemples en commentaire, bah j'ai pas d'exemple de gars qui, dès qu'ils ont une défaite, ils changent tout et ça se passe très bien pour eux. Au contraire, moi j'ai l'impression que quand t'es dans une spirale comme ça, à changer à chaque fois, déjà tes coachs, tu les mets dans une situation où ils se disent, bah par exemple, typiquement Tony Ferguson, depuis qu'il a perdu contre, mais après c'est peut-être un cas particulier, mais depuis qu'il a perdu, le gars change de team quasiment à chaque fight. Parce que tes coachs, eux, quand ils vont te donner des conseils, quand ils vont faire leur game plan, je pense qu'ils réfléchissent plus en mode, oh putain, là si on se foire, ou si je lui dis un truc et que ça foire, bah peut-être qu'il va changer. Typiquement quand Fernand il dit clé de talon à Cyril Gane, ça aurait pu très mal se terminer. Je pense que si Fernand était dans sa tête et se disait putain si là Cyril perd et il se casse, bah je vais juste lui dire t'inquiète, contrôle, on va chercher la décision, y a pas de souci. Mais tu peux justement être dans un truc comme ça où t'as plus confiance et plus dire à ton gars, bon, on va peut-être plus prendre de risques parce que, imaginons que le gars perde ou que ça se passe pas comme prévu, c'est pas très grave. Alors si le mec change tout le temps, je pense que des deux côtés, que ce soit de l'athlète comme des coachs, c'est un petit peu moins aiguisé en termes de conseils donnés. Bah, c'est clair. Et c'est là où effectivement c'est délicat. Et d'ailleurs, pour Cyril, c'est la même raison pour laquelle Cyril a dit qu'en gros pour lui, enfin quand tout le monde, tu sais, le saoulait avec Paro Daghestan, en gros il était en mode, mais les gars, enfin est-ce que vous vous rendez compte que, enfin en paraphrasant, si je pars au Daghestan, entre guillemets, tout ce qui fait que je me sentais aussi bien et que ça marchait jusqu'à présent, bah donc je perds tout ça. C'est-à-dire que là, c'est un tout nouvel environnement auquel je dois m'habituer, avec lequel je dois prendre mes marques. Ça se trouve, du coup, il va au Daghestan, bah, il est absolument plus heureux parce qu'il n'y a pas sa famille, il n'y a pas les gens avec lesquels il s'est entraîné depuis le début et machin. Et ça se trouve, ça fait pire que mieux. Et c'est vrai qu'on n'en sait rien parce qu'il y a vraiment tout ce côté environnement qui compte aussi. Mais ça compte vraiment, hein. Mais ça dépend des combattants. T'as ceux comme Georges Saint-Pierre qui adorent être dans l'adversité et aller voir Freddy Roach et faire des camps qu'avec des boxeurs et prendre le meilleur de part et d'autre et d'être dans des trucs comme ça. Et t'as les gars qui aiment bien être dans une situation où c'est ton environnement, ta team de longue date et il y a les résultats qui le prouvent aussi. Ouais. Non, mais en fait, donc c'est pour ça, et c'est pour ça que c'est pas la solution, elle est absolument pas évidente. Hein. Là, la solution, c'est pas, c'est pas une certitude que c'était ça, donc il faut absolument revenir à ce qu'il y avait avant, parce que bon, si on doit parler français, le problème c'est que tous les gens qui disent eh ben voilà, c'est parce qu'il a quitté Daniel Voirin. Alors, comme on l'a dit au tout début du podcast, est-ce que Daniel Voirin a apporté des choses qui ont fait qu'il y a eu un succès? Bien évidemment. Bien évidemment que c'est parce qu'il y avait Daniel Voirin qu'il est monté aussi haut Benoît. Maintenant, la raison pour laquelle ils se sont séparés, c'est visiblement parce que ça ne marchait plus du tout entre eux sur le plan personnel. Et il y a un monde où là, si jamais, pour une raison X ou Y, soit Benoît avait continué, ou ils avaient continué ensemble, soit il se remettait avec Daniel, sachant que Benoît, on le sait, il a besoin d'un environnement où il se sent bien, ben, ça peut faire pire que mieux, et il est possible qu'il y ait aussi des résultats qui descendent en catastrophe parce que Benoît ne se sent absolument pas bien, etc. Donc, c'est pas une évidence non plus, je crois, que, voilà, c'était juste parce que il y avait parce qu'il y avait Daniel. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi, je pense. On voit ce que tu veux dire, Non, mais tu vois ce que je veux dire. Je pense que là, qu'on est relativement objectif dans le sens rendre tout ce qui est dû à Daniel sur le plan de ses apports techniques et sur le plan de ce qu'il apportait en termes de galvanisation. Mais voilà, il y a pas, je pense, à oublier le fait que il y a une raison pour laquelle ils se sont séparés, quoi. C'est ça, et puis tout dépend à nouveau, hein. Tout dépend à chaque fois du résultat du combat. Tu vois, imaginons, il arrive avec Daniel, il met KO, les gens vont dire ouais c'est génial.
il arrive avec Daniel, il est trop agressif, il se fait choper en contre, ou justement il se fait amener au sol et il prend ce qu'il a pris là. À chaque fois, c'est le dernier combat qui va faire que, on se souvient tous du combat de Dustin Poirier et Benoît Saint-Denis, et beau avoir le staff, si vous étiez présent sur les réseaux sociaux dans les 2 jours qui ont suivi, c'était un enfer pour Benoît Saint-Denis. Donc il y a vraiment ça aussi. Et ensuite, après, le temps fait son office et les gens commencent à se dire « Ah oui, c'est vrai, c'est vrai ». Donc il y a ça aussi qu'à remettre en considération et c'est pour ça que là, on a fait cette réaction un peu plus à chaud pour la suite de BSD. Mais ce qui est sûr, une pause. Et puis moi, je suis un fervent défenseur de la... J'ai encore oublié le mot. C'est insupportable de la... Tu sais, quand on ne change pas tout, de la continuité, merci beaucoup, messieurs, de la continuité en faisant des petits ajustements, même si c'est vrai que là, le résultat n'était pas du tout à la hauteur de nos espérances. En tout cas, ciao, Sweet Pea. Monsieur, tellement 30% sur tout my Sweet Pea. Oh, that's tasty. Avec le code LASFEUR. Et puis, holy moly. Révolution dans les boissons énergisantes, les gars. Thé glacé, boisson de réhydratation et boissons énergisantes, évidemment. C'est disponible sur le site. Plein de saveurs. Moins 5 € pour votre première commande et moins 10% si vous avez déjà commandé chez eux. Avec le code LASFEUR. On se retrouve très vite. See ya. Oh, fuck, I